Voilà, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Bienvenue à cet atelier sur le deuil périnatal. Dans le court temps qui nous est donné cet après-midi, nous n'allons pas pouvoir, vous le pensez bien, faire le tour de manière exhaustive de la question et de la problématique du deuil périnatal, mais nous allons aborder et discuter avec vous quelques idées qui nous paraissent prioritaires ne serait-ce que parce qu'elles ressortent régulièrement des témoignages des personnes que nous accueillons dans notre association. Notre regard et notre discours n'est pas un regard santé, nous ne sommes pas des professionnels de la santé, mais bien un regard des professionnels de l'accompagnement dans les processus de deuil. Alors, par quoi commencer pour poser quelques éléments essentiels autour de cette problématique du deuil périnatal? Peut-être par vous dire que, au cours de cette période particulière et singulière qu'est la vie intra-utérine, il arrive bien souvent, bien plus souvent qu'on ne le pense, que la mort frappe. Environ 30% des grossesses n'aboutissent pas à la naissance d'un bébé vivant. La mort frappe de manière toujours inexplicable, parce que la mort par essence est inexplicable, et très souvent inexpliquée, puisqu'on n'a pas d'explication parfois très claire d'un point de vue médical. C'est une mort particulière, or vous me direz, toutes les morts sont particulières, mais c'est une mort particulière, on verra pourquoi, qui laisse les parents et parfois la famille tout entière, la fratrie, les grands-parents, etc., dans un profond désarroi. Mais avant d'explorer ensemble un bout de ce profond désarroi, d'abord quelques définitions sur qu'est-ce que la mort périnatale et le deuil périnatal. L'OMS définit la mort périnatale comme la perte qui intervient entre la 22e semaine d'aménorrhée ou les 500 grammes du bébé, moment à partir duquel, en Suisse et dans d'autres pays, vous pouvez inscrire votre enfant dans le livret de famille, et le 7e jour de vie. Certaines définitions vont jusqu'à dire 28 jours de vie, mais toujours est-il qu'il y a ces deux éléments, 22 semaines et quelques jours de vie. Voilà donc déjà posé d'entrée de jeu une des questions centrales du deuil périnatal. En dessous de ce seuil de 22 semaines, les autres pertes ne sont pas nécessairement incluses dans la définition. Donc, on peut déjà dire que selon qui parle du deuil périnatal et selon quel point de vue cette personne adopte, les pertes du premier trimestre, que ce soit des fausses couches, des IVG, des IMG, sont prises en considération encore aujourd'hui de manière très très variable. Et on verra que cela peut avoir un impact sur le processus de deuil. Mais de plus en plus, grâce à l'évolution non seulement de la médecine fœtale et périnatale, mais des connaissances de l'impact de la perte d'un bébé même avant 22 semaines sur la femme, le couple, la famille, de plus en plus, on voit un élargissement de la définition de mort périnatale comme étant toute perte survenant entre le début de la grossesse et environ la première année de vie de l'enfant pour bien élargir le plus possible cette période périnatale. Ceci montre bien que de plus en plus, les intervenants considèrent qu'une femme peut se sentir en deuil d'un bébé perdu avant 22 semaines, l'âge gestationnel n'ayant pas nécessairement un impact sur l'intensité de la souffrance. Mort périnatale, qui dit mort, dit deuil, et voilà posée la deuxième question centrale dans le deuil périnatal, à savoir, peut-on véritablement parler de deuil au sens habituel du terme? Encore faudrait-il savoir quel est le sens habituel du terme, puisqu'il y a plusieurs lectures autour du deuil. Mais en tout cas, la question est, peut-on véritablement parler d'un deuil au sens habituel du terme lorsqu'il s'agit de la mort d'un fœtus, d'un bébé qui n'est pas né ou qui est né mort, qui n'a pas existé ou seulement quelques jours, et donc qui n'a pas pris une place dans notre société? Les avis divergent et de manière parfois bien marquée. Nous prenons le parti de dire, parce que l'expérience nous montre cela, de dire que perdre un bébé s'apparente à un deuil bien réel, surtout dès lors où il y a attachement, c'est-à-dire création de liens, puisqu'il est communément admis qu'on est en deuil fondamentalement lorsque on perd une personne avec qui on avait des liens et que le deuil est fondamentalement un processus de détachement. Par contre, il est tout aussi important de dire que toutes les femmes, tous les couples ne sont pas
nécessairement en deuil suite à une perte périnatale. Nous allons aujourd'hui faire référence aux situations où les parents sont des parents endeuillés. Alors, sans avoir le temps de rentrer dans les détails, on vous propose quelques éléments généraux autour du deuil et du processus de deuil pour ensuite rentrer dans quelques spécificités du deuil périnatal. Les théories récentes auxquelles nous faisons référence et qui sont largement partagées de plus en plus et qui font référence aux travaux de Bowlby autour de l'attachement considèrent que confronté au décès d'un être cher, se met en route un processus spontané qui est absolument nécessaire pour retrouver notre équilibre et ne pas nous effondrer psychologiquement. Les fonctions du deuil donc seraient doubles. D'une part, le deuil a fonction de cicatriser la blessure psychique causée par la perte de l'être cher. Blessure psychique, même si il ne faut pas entendre avec blessure l'idée que le deuil est une maladie. Par contre, ça peut le devenir. Mais, confronté à la perte d'un être cher, il y a une blessure psychique. Une des fonctions du deuil serait cicatriser la blessure psychique que représente la perte de l'être aimé, et d'autre part, le cœur dans le cœur, restaurer un lien d'une autre nature avec l'être cher décédé. Selon cette perspective, et contrairement à ce qu'on peut encore croire, le deuil n'est pas tourner la page, oublier et continuer, mais bien un processus qui permet de passer d'une relation extérieure, objective, entre guillemets, avec la personne décédée, à une relation intériorisée avec la personne. Autrement dit, la personne meurt et avec elle, la vie qu'on a connue avec elle meurt, mais le lien ne meurt jamais. Il s'intériorise. Fauré, qui est un des auteurs de référence, selon ses perspectives, dit quelque chose que je trouve assez joli. La promesse du deuil, c'est qu'à la fin du processus de deuil, le lien avec la personne décédée est intériorisé, loin des yeux, mais près du cœur à jamais. Alors, puisque nous partons de l'idée que les personnes qui sont confrontées à une perte périnatale, même avant le 22 semaines, peuvent être en processus de deuil. Quelles seraient les étapes qui caractérisent ce processus de deuil, qui est après à accompagner avec un travail de deuil? La première étape du processus, un lien qui s'interrompt brutalement, c'est l'étape de choc. La mort est annoncée, la vie bascule. Dans cette étape, seul compte la survie psychique. On enlève la prise. On se déconnecte de la réalité pour se protéger. Pour ne pas s'effondrer, on met à distance la charge émotionnelle qui est insupportable. On est sidéré d'ailleurs, on dit, on est sidéré. On n'a plus de mots, on n'est que dans l'émotion et dans la charge, voire la surcharge émotionnelle que l'événement crée. Il peut y avoir du déni, qui est une manière pour se protéger, qui est OK pendant un temps, si ça sert à se protéger, qui peut être problématique s'il perdure dans le temps, dans trop de temps. On verra aussi les idées autour du temps du deuil, en fonction aussi de ce qu'on a entendu ce matin. Seul compte la survie psychique. Comme on verra plus tard, la manière dont on accompagne cette première étape est importante. Comment on annonce la mort. Souvent, dans le deuil périnatal, la mort est annoncée par les mots choquants, le cœur du bébé ne bat plus. C'est choquant par rapport aux conditions de survenue de cette mort. La mort fait brutalement irruption dans le corps de la femme qui était prête en réalité à donner la vie. Comment on annonce la mort? Les premiers gestes qu'on fait. Est-ce qu'on permet de voir le bébé? Est-ce qu'on permet un accompagnement pour le préparer, etc., etc. Les premiers gestes. Comment on accueille les émotions qui sont souvent déstabilisantes, puissantes et qui peuvent laisser l'entourage déconcerté. À cette étape de choc, suit une étape que Fauré appelle fuite et recherche. Avec ces 3 petites flèches, l'idée est celle de dire, pour bien signifier que l'énergie est mise à fuir la souffrance. Et on essaye, dans les deuils, j'allais dire non périnataux, on essaye de garder
de maintenir l'équilibre rompu. Si vous voulez, dans la première étape, j'enlève la prise, je me déconnecte avec la réalité. La prise, là, dans la deuxième étape, est enlevée, mais imaginez-vous un ventilateur à pales. Les pales du ventilateur continuent à tourner quand même encore pendant un moment. Elles ne s'arrêtent pas directement de tourner dès que vous enlevez la prise. Elles tournent certes un peu plus lentement, mais elles continuent quand même à tourner. Dans le deuil périnatal, cette phase de recherche est vraiment à entendre comme une recherche d'explication. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire le voyage qu'on a prévu de faire, etc. Bowlby nomme cette phase « ardent désir de retrouver l'être cher décédé ». Et on verra tout à l'heure que cet ardent désir de retrouver l'être cher décédé est rendu plus compliqué dans le deuil périnatal par le fait que peut-être il n'y a pas de corps, sûrement il n'y a pas de traces, sûrement il n'y a pas de vécu ensemble, sûrement il n'y a pas de souvenirs. À cette étape suit une autre étape de désorganisation. Bowlby parle de désorganisation et désespoir. Il arrive le moment où les pales du ventilateur se sont arrêtées. Là, on touche à la réalité de l'absence. C'est une période d'errance, de désespoir, parfois mal comprise par l'entourage, parfois mal comprise par les personnes en deuil elles-mêmes, puisque un certain nombre de mois se sont écoulés depuis la mort, et on peut avoir l'impression, ou on peut donner l'impression que ça va pas bien, mais ça va, la vie continue, on a repris le travail. Mais en réalité, c'est une étape qui est caractérisée, comme la flèche l'indique, par un retour sur soi. C'est un travail intérieur, c'est-à-dire que je dois faire mourir quelque chose de moi qui n'existera plus. Je suis devenue orphelin, je suis devenue veuve. Le problème, on verra, c'est que dans le deuil périnatal, il y a peu de mots pour désigner qui on devient quand on perd un bébé en cours de grossesse. C'est souvent le moment où les gens vont consulter, car l'impression c'est que plus le temps avance, pire c'est. Et pourtant on se dit, ça fait déjà quelques mois que l'événement est arrivé, donc ça devrait aller mieux. Souvent il y a les premières dates anniversaires, la première date de l'entrée à l'hôpital, la première date de l'accouchement où j'ai accouché d'un bébé mort, etc. qui sont autant de moments qui peuvent être réactivés. Et au niveau de l'accompagnement, on verra avec ma collègue Sandrine l'impact que cela peut avoir, surtout lorsque le couple décide de mettre en route une nouvelle grossesse. Et puis, il y a une autre étape avec cette idée de dire le lien en soi, qui s'appelle l'étape de réorganisation, où, comme je disais tout à l'heure, la promesse du vécu du deuil est celle de retrouver le lien en soi. Malgré toutes les émotions, malgré toutes ces phases, souvent on dit dans le deuil, c'est pas step by step, une montée de marche, mais c'est davantage de montagnes russes, un pas en avant et 3 pas en arrière. Malgré tout ça, ce processus de cicatrisation qui se met en route spontanément est en train, petit à petit, de se faire, et un lien d'une autre nature est en train de se renouer, et il est à jamais en soi. Il peut y avoir l'espoir d'un apaisement, on peut accueillir à nouveau la joie, sans pour autant oublier la personne décédée, ou avoir l'impression qu'on trahit sa mémoire. Accueillir la joie, sans être mal à l'aise ou se sentir coupable de vouloir continuer à vivre. On verra plus tard. Une des difficultés dans le deuil périnatal, c'est les souvenirs, la mémoire, l'angoisse du vide de la mémoire. Tout au long de ces étapes du processus, qui sont vécues de manière non linéaire, ce n'est pas step by step, c'est plutôt des montagnes russes, et durant un temps qui est propre à chacun, on l'a vu ce matin, cette idée de temps et de l'accélération, il est plus que jamais vrai dans les processus de deuil. Le temps est bien plus lent que le temps de notre montre et que le temps qu'on investit dans nos sociétés de plus en plus. Donc tout au long de ces étapes, vécues de manière non linéaire et durant un temps propre à chacun, un travail de deuil s'accomplit. C'est-à-dire le processus se met en route spontanément, mais il faut l'accompagner par un travail de deuil. Sorte de grandes tâches, comme ça, à réaliser.
Fête d'émotions à vivre, c'est une des tâches fondamentales dans le deuil des émotions puissantes, déconcertantes et chaotiques, la colère, la culpabilité, l'impression de devenir fou, etc. Mais aussi travail de deuil fait de démarches à réaliser, de cérémonies à faire, d'actes, de gestes à poser. Sans oublier de prendre soin de sa santé puisqu'on connaît les répercussions physiques sur la santé qui sont celles d'un état de deuil. Ce travail de deuil accompagne de manière active le processus pour que petit à petit la douleur puisse être canalisée et la personne puisse intégrer la réalité de la perte afin que petit à petit elle s'ajuste à sa nouvelle réalité. La vie continue sans l'être cher à ses côtés. La vie continue sans ce bébé qui était si attendu dans notre famille. On l'a dit tout à l'heure, nous prenons le parti de dire que perdre un bébé durant la grossesse à quelques jours et même en dessous de 22 semaines peut être un deuil comme tous les autres deuils et pourtant ce n'est pas un deuil comme les autres. On considère que le deuil périnatal est un deuil plus à risque de devenir compliqué pour toute une série de questions dont nous vous présentons quelques-unes. Lien avec l'enfant en devenir. Ce lien avec cet enfant en devenir, ce lien avec cet enfant qui est mort à la naissance ou à quelques jours de la naissance, n'est pas un lien comme on peut en tisser avec nos parents, nos conjoints, nos amis. Selon ce modèle explicatif, l'essentiel dans le deuil est la nature du lien à l'être décédé. Donc, quel lien avec un enfant mort avant de naître? Il n'y a pas de vécu commun, ou quelques heures, tout au plus quelques jours. Il n'y a souvent pas ou peu de traces. Il n'y a pas ou peu de souvenirs partagés. Marie-Josée Soubieux, qui est une des personnes de référence en la matière, nous dit bien d'ailleurs que la particularité du deuil périnatal est que ces enfants n'existent que dans les traces laissées dans le psychisme de leurs parents. Et malgré ça, des liens prénataux sont tissés, parfois très tôt dans la grossesse. Roger Bessis, qui est un des pionniers de l'échographie et de la médecine fœtale en France, nous le dit bien. Alors bien sûr, des liens différents de ce que je peux tisser avec mon père, ma mère, mon conjoint, mes amis. Davantage probablement investis de manière psychique, mais des liens quand même, tout de même, dont on va prendre soin dans l'accompagnement. Un deuil qui peut être silencieux, un silence assourdissant. C'est un deuil qui peut être encore banalisé malgré les progrès qui ont été réalisés, surtout dans la première partie de la grossesse, on l'a vu avec les définitions, ce qui veut dire que particulièrement dans cette première phase-là, c'est vécu dans l'intimité du couple, voire dans l'intimité du corps de la femme. L'enfant mort avant la naissance ou à quelques jours n'a pas ou très peu existé aux yeux des autres. Et comme plusieurs auteurs le disent, c'est un non-avènement qui devient un non-événement. Il n'y a pas de reconnaissance sociale, ou peu de reconnaissance sociale, et avec la reconnaissance sociale, le support social nécessaire pour que le deuil puisse s'élaborer. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas faire son deuil tout seul dans son coin. Il y a besoin d'un support social pour élaborer le deuil. Un deuil profond. Et là, lorsqu'on aborde ces questions-là, on rentre dans les lectures psychanalytiques, qui sont les lectures privilégiées dans la compréhension du deuil périnatal. Perdre un bébé serait la blessure narcissique par excellence. L'idéal du moi est ébranlé, il faut le reconstruire autrement. L'estime de soi en prend un coup, tout est à reconstruire. Alors que dans les autres deuils, sauf situation de deuil, par exemple, de parents qui perdent un enfant suite à un suicide, mais en général, dans les autres deuils ne provoquent pas nécessairement de blessures narcissiques, car on n'est pas partie prenante de la mort de l'autre. Si mon grand-papa décède à 80 ans, je peux ne pas me sentir partie prenante de la mort de l'autre, je ne suis pour rien. Il a vécu sa vie, son corps était malade, son cœur aussi, il a arrêté de battre. Mais il en va tout autrement du cœur de mon bébé qui s'arrête de battre à 5 mois de grossesse, à 6 mois de grossesse, à 7 mois de grossesse.
Là, il en va tout autrement. Il découle des perceptions négatives de soi, de culpabilité. Qu'ai-je fait? Je n'ai pas pris assez soin de moi, je n'ai pas fait les examens qu'il fallait, il ne fallait pas que je fasse ce voyage-là, etc., etc. Un deuil profond dans le sens aussi que ça se passe, comme on vient de le dire, dans le corps de la maman, qui doit se séparer, toujours selon la lecture psychanalytique, d'une partie d'elle-même. Ça peut être traumatique. Beaucoup de parents, et de femmes spécialement, disent « amputer d'une partie de moi-même, la chair de ma chair ». Il y a donc des enjeux identitaires très forts qui se jouent, enjeux identitaires pour la femme, enjeux identitaires pour le couple, dans le processus du devenir parent qui brutalement est interrompu par la mort. Et là encore, selon la lecture psychanalytique, c'est toutes les questions oedipiennes qui sont réveillées, liées à notre histoire, liées à l'histoire de nos relations plus ou moins conflictuelles qui se jouent de toute manière par principe. On connaît bien le concept de transparence psychique de la grossesse, donc de toute manière, cela se joue dans la grossesse, mais lorsque la mort intervient, ces questions-là sont réactivées et peuvent être réactivées de manière beaucoup plus importante. C'est tout un processus aussi, c'est tous des projets aussi qui prennent fin brutalement, puisque dans bien des situations, avant la grossesse et avant la conception, il y a un projet de famille, il y a un projet d'enfant. Donc c'est tous ces enjeux-là, identitaires aussi, qui sont réveillés. Enjeu identitaire dans le sens qu'on change d'identité. Par principe, tout deuil est une étape de transition, vers une autre étape. Je deviens veuf, je deviens orphelin. Le problème avec ce deuil, c'est que je sors de la maternité sans mon enfant. Et qui suis-je? Il n'y a pas de mots pour définir cette réalité. Lorsqu'on perd un parent, on devient orphelin. Lorsqu'on perd un conjoint, on devient veuf. Qui est-ce que je deviens quand je perds un bébé? Il y a des mots qui commencent à apparaître dans le dictionnaire social commun. Certains parlent de parents désenfantés, d'autres parlent de parents orphelins. Ceci montre bien l'importance de mettre des mots, puisque nous sommes des êtres fondamentalement de langage, et que c'est par les mots que nous définissons les réalités. Or, il n'y a pas nécessairement de mots qui définissent qui suis-je. Quand je rentre à la maison et que je retrouve un berceau vide. Enjeu également identitaire d'un point de vue existentiel, puisque plus que jamais, la frontière si ténue entre mort et vie relève un mystère, le mystère insondable, qui est celui de la mort, et plus encore qui est celui de mourir avant de naître. Cette réalité aujourd'hui, on l'a vu ce matin, avec notre manière, en tout cas dans notre société, de voir la vie aujourd'hui, paraît d'autant plus difficile à intégrer, puisqu'elle ne rentre plus dans ce qu'on peut considérer un certain ordre naturel des choses. Ça ne se fait pas qu'un enfant meurt. Un enfant ne doit pas mourir. Et surtout, il ne doit pas mourir avec ses parents. Parce qu'un enfant est censé naître, se développer, vivre et mourir seulement après ses parents. Et enjeu existentiel également, dans le fait que plus que jamais, cette mort nous confronte à notre propre finitude, n'est-ce pas? Cet enfant-là ne va pas continuer après nous. Un deuil plus à risque de devenir compliqué par ce mouvement psychique qui est très difficile à vivre, mort et vie. Alors, de manière générale, confronté à un deuil, les capacités adaptatives de la personne sont sollicitées. Il se peut même que lorsqu'un deuil survient, d'autres deuils soient réveillés ou des traumatismes anciens. Tout cela donc met la personne dans un état de vulnérabilité et de stress avec les répercussions sur la santé qu'on connaît aujourd'hui. Mais dans le deuil périnatal, ça peut arriver que ces ressources ne soient pas seulement sollicitées, mais carrément anéanties par ce mouvement psychique qui devient insupportable à vivre et que l'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres deuils, c'est-à-dire vie et mort en même temps. Je suis faite ou je croyais être faite pour donner la vie, et c'est la mort qui fait irruption au même moment. Le psychisme est comme écartelé par ces deux émotions et sentiments opposés, Eros et Thanatos, mort
et mort et vie. Corps qui donne la vie et qui devient en même temps le cercueil de mon enfant. Un deuil avec des phases différentes dans le couple, on l'entendra tout à l'heure avec des témoignages. Hommes et femmes ne sont pas égaux face à la manière dont on vit le couple, donc il peut y avoir des tensions dans le couple, des tensions aussi et des incompréhensions au niveau de l'entourage et de la famille. Le temps nous est compté, juste encore vous dire que ce processus de deuil sera vécu de manière singulière. On considère d'ailleurs que la description d'un processus de deuil est vraie si on considère le vécu de personnes en général, mais cette même description des processus de deuil est la coup sûr imparfaite, voire fausse, si on considère le vécu d'une personne en particulier. En matière de deuil, il n'y a pas de réponse toute faite, et cela est vrai aussi dans le deuil périnatal. Par conséquent, il est important que chaque personne puisse être accompagnée de manière singulière, puisqu'elle va faire face avec ses ressources personnelles, au sens large, avec son vécu subjectif de l'événement, avec sa culture, ses croyances, sa philosophie, ses valeurs, et elle donnera un sens à cette mort qui lui sera propre, et elle l'inscrira à sa manière dans son histoire de vie. Mais l'expérience nous montre qu'il est nécessaire d'accompagner ce processus, et pour illustrer cela, puisque nous arrivons au terme de cette partie, je laisse la parole à ma collègue qui va rentrer plus dans les témoignages et sur ce que vous, les sages-femmes, pouvez faire dans cet accompagnement. Voilà, vous m'entendez, ça joue, oui. Donc moi, je souhaitais commencer... Voilà. Moi, je souhaitais commencer par vous citer en fait un extrait du film La Petite Chambre, le film suisse de 2011 que vous avez peut-être vu. Il s'agit donc de la scène où Rose, une maman qui vient de perdre son bébé à 8 mois de grossesse, accompagne sa sœur et ses enfants chez Ikea. Donc on voit bien que tu n'as pas d'enfant, c'est sa sœur qui lui dit. Un peu plus tard, excuse-moi, je ne voulais pas dire ça, t'inquiète pas, t'en auras un autre. Et elle lui répond, c'est pas comme un canapé, ça se remplace pas. Ainsi, l'on voit comment ce deuil si particulier peut être difficilement reconnu par l'entourage, même l'entourage proche. C'est mieux là ? Donc un deuil difficilement reconnu, on l'a dit. Donc les maladresses des proches, mais parfois aussi, et ça arrive, du personnel médical qui est peut-être moins sensibilisé que vous qui êtes ici, donc peuvent être très mal vécues, même si elles sont dites dans une intention de réconfort. Les parents nous ont dit avoir entendu des phrases telles que « Ne pleurez pas, vous aurez un autre enfant »,« Il est préférable qu'il soit mort in utero, vous ne l'avez pas connu de son vivant, c'est moins douloureux »,« Il y a des situations pires que la vôtre, il était trop faible, il aurait peut-être eu un handicap ». C'est des phrases qui résonnent encore longtemps. D'autres racontent comment leurs amis et connaissances se sont un peu comme triés par après, comme ça arrive souvent après des expériences traumatiques, après des deuils. On voit dans son entourage que ça change des choses. Il y a même des personnes qui allaient jusqu'à les inviter à changer de trottoir, comme s'ils étaient contagieux. C'est vrai que, et vous en avez parlé ce matin, dans notre société actuelle, typiquement ici, parler de la mort, rencontrer quelqu'un qui vient de vivre un deuil, ça met mal à l'aise, en dehors de tout ce qui est rituel classique, enterrement, cérémonie. Or, c'est justement ces moments clés qui participent grandement au chemin de deuil par la reconnaissance de la société, c'est ces événements-là qui manquent cruellement dans la plupart des deuils périnataux. De plus, aujourd'hui, c'est vrai que l'investissement des enfants, de la parentalité, a considérablement changé depuis qu'est l'arrivée de la contraception. Aujourd'hui, on est dans un enfant si je veux, quand je veux, et donc ça arrive plus que temps que les enfants soient fortement investis, parfois même bien avant la conception. Ils sont déjà pensés, ils sont déjà rêvés, bien avant de voir le plus sur le test de grossesse. Ce que nous constatons dans l'accompagnement, c'est d'abord une grande variété entre les vécus, même pour un même type de perte de grossesse. Toutes les femmes qui vivent une fausse couche, toutes les femmes qui vivent une grossesse extra-utérine ne le vivent pas de la même manière. Ça, c'est vraiment important de le dire et de le redire et de le retenir. Pourtant, certains facteurs entrent en compte dans l'évolution de ce vécu.
notamment la qualité du soutien reçu et non la quantité, les circonstances de l'arrivée de la grossesse, est-ce que c'était une grossesse surprise, une grossesse désirée, une grossesse après un long parcours de procréation médicalement assistée, ça y a de plus en plus aussi aujourd'hui. Aussi le rapport personnel que chacun entretient avec la mort et le deuil, ses convictions spirituelles, l'éducation qu'on a reçue. Est-ce que c'était quelque chose dont on parlait ouvertement, librement dans sa famille, avec son conjoint, avec ses parents ou pas? Quelques paroles de parents pour illustrer tout ça. Et une parole qui va certainement vous parler à vous professionnels. La sage-femme était formidable. Elle est restée avec nous. Elle nous a demandé si nous voulions voir notre enfant. Elle nous a laissé du temps en disant « Si vous changez d'avis, vous m'appelez ». Après un temps, nous avons voulu le voir. La sage-femme nous l'a amené. Il était habillé, posé sur un joli coussin blanc et nous l'avons trouvé beau. Une autre maman, suite à une fausse couche. J'en veux à mon corps. Je n'ai pas été capable de porter mon enfant jusqu'au bout. Ce jour-là, une partie de moi est morte. Repensons ici à ce que disait Nicolette à tout à l'heure à propos de la blessure narcissique que peut occasionner un deuil périnatal parfois, même après une si courte période de grossesse. Et ce n'est pas des choses qu'on peut imaginer que la femme pense quand on la voit comme ça en face de soi. Le stade d'arrêt de la grossesse compte également, même si, on l'a dit, le chagrin peut être tout à fait comparable que ce soit premier trimestre ou dernier trimestre. Par contre, les pertes du premier trimestre sont souvent vécues dans l'intimité de la femme et du couple, tandis que celles du dernier trimestre mettent face aux réalités des suites physiques d'un accouchement, alors que le retour à la maison se fait sans bébé dans les bras. Un mot sur le couple. Si souvent l'arrivée d'un premier enfant dans un couple, ça s'apparente déjà, on le sait, à un bouleversement important, lorsque cette grossesse se termine mal, c'est comme une crise dans la crise. Et ça peut impacter même les couples les plus solides. L'homme et la femme vivent souvent cette épreuve à des rythmes différents, de par, c'est naturel, la position différente qu'ils occupent tous deux dans la situation. Ils n'ont pas le même rapport, le même vécu, les mêmes souvenirs avec cette grossesse, avec cet enfant. Elle a porté la grossesse dans son corps, elle a vécu et ressenti les changements, les hormones, elle a traversé une intervention médicale ou un accouchement, selon la situation. Lui, il a dû annoncer la perte du bébé aux proches, il a dû peut-être signer des documents relatifs à l'autopsie, relatifs aux démarches à faire à l'hôpital. Il a dû rester solide pour soutenir sa femme. Il a dû répondre aux questions la concernant. Typiquement, retour au travail, comment va ta femme? On ne va jamais lui demander, lui, comment il va, ou rarement, d'après ce que j'ai pu en entendre. Difficulté à se comprendre, éloignement passager, ça c'est courant. C'est à prendre au sérieux si cela dure et ne pas hésiter à demander de l'aide extérieure. Certains couples en ressortent renforcés, une force supplémentaire qui les a vraiment liés dans cet événement, et chez d'autres, le chemin peut passer par une séparation. Une maman raconte à ce propos « Mon mari me disait sur un ton de plus en plus agacé « Je t'aime, ça compte, non? On est ensemble, on ne manque de rien. Regarde les autres, tout le monde a des problèmes. » Il voulait que je sois heureuse avec lui quand moi je voulais qu'il pleure avec moi. Le malentendu a grandi, je disais à mes amis, il s'en fout. Il pensait, elle ne fait que pleurer et n'est jamais contente. Heureusement, ça va mieux. Fin de citation. Un mot par rapport aux enfants déjà présents, les enfants à venir. Donc c'est sûr que lorsqu'ils traversent un deuil périnatal, les parents souhaitent le plus souvent épargner le plus possible les enfants déjà présents, surtout s'ils sont petits, mais même les plus grands, parce qu'ils souhaitent les protéger du chagrin qui les accable déjà eux-mêmes. Or, on sait très bien, et l'expérience le montre pour corroborer, que même les petits-enfants ressentent que quelque chose se passe, que quelque chose ne va pas, n'est pas comme d'habitude. En fait, ils sont sensibles à la peine, au chagrin qu'éprouvent leurs parents. Et là, c'est très important de pouvoir leur donner des réponses, des explications adaptées à leur âge, bien sûr, surtout afin qu'ils ne se sentent pas responsables, justement comme peuvent le faire les enfants dans l'égocentrisme qui caractérise leur jeune âge. Dans cette période tumultueuse, certains peuvent manifester des comportements inhabituels, comme par exemple énurésie, colère, agressivité, échec scolaire, peur, cauchemar, angoisse de séparation. À la place des mots, M-A-U-X, comme c'est souvent le cas chez les enfants. Pour faciliter le dialogue entre les parents déjà éprouvés et les enfants en questionnement ou en comportement, la famille peut être une ressource précieuse. La famille, j'entends les parents, les grands-parents, les parrains-marraines, les amis. Et de la littérature spécialisée adaptée existe, typiquement dans la bibliographie que je vous ai distribuée à certains. J'en parlerai après pour recevoir ceux qui ne l'ont pas eu.
En ce qui concerne les enfants qui viendront après, que dire, quand dire, quoi dire? Là, ce sont aux parents de décider ce qui est opportun. Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs enfants. L'expérience, quant à elle, montre que les secrets, ça c'est quelque chose qui est parfois lourd à porter, même au sein d'une fratrie, et que la transparence, mais la transparence éclairée, est une bonne chose. Quid de la grossesse suivante? Donc, quand est-ce qu'elle peut être envisagée? Là, il y a clairement deux temps à considérer. D'une part, le temps médical, concernant uniquement la capacité physiologique de la femme à être à nouveau enceinte. Et là, c'est très variable, ça peut être le temps qu'un cycle revienne. Moi, c'est des choses que j'ai entendues, parfois plus, ça dépend vraiment des situations. D'autre part, le temps émotionnel, propre à chaque femme, à chaque couple, à chaque situation. Certains souhaitent retenter l'expérience le plus vite possible, l'horloge biologique n'attendant pas, sachant aussi que l'âge maternel est de plus en plus élevé, chez nous aussi. D'autres souhaitent attendre encore. Certains disent qu'ils ne pourront aller mieux que lorsqu'ils auront un bébé dans les bras, qu'ils peuvent faire tout le travail de deuil, tout l'accompagnement possible, mais c'est qu'à ce moment-là qu'ils se sentiront aller mieux. Ça, après, c'est à voir. D'autres préfèrent aussi attendre que le terme de la grossesse précédente soit passé afin que les deux enfants ne se chevauchent pas. Personne ne peut dire ce qui est le mieux pour eux, sinon eux-mêmes. Ce qui est plus certain par contre, c'est que la grossesse suivante ne sera plus jamais la grossesse insouciante et épanouie que le couple aura peut-être connue avant. Celle-ci sera jalonnée de peur et d'angoisse de répétition. Ici, justement, l'importance de l'accompagnement que peuvent procurer les soignants compte beaucoup. Échographie plus rapprochée, visites et verbalisation des étapes comme les dates anniversaires ou le dépassement du stade de la grossesse précédente. Si l'on revient brièvement sur l'événement de la perte d'un point de vue purement pratique, voici ce qui est possible de faire et qui aide fortement à ressentir le lien d'attachement ou juste le lien en vue, justement comme on l'a vu avant, du détachement. Tout ce qui tourne autour du rituel, officiel, officieux, avec des personnes dans l'intimité du couple, dans l'intimité de la femme, même si ça serait encore mieux qu'il y ait des personnes qui soient là pour attester et pour faire cette présence de la société, mais aussi tout ce qui est acte symbolique, avec la créativité que chacun peut mettre là-dedans. Par exemple, mais il y en a d'autres, lâcher de ballon, enterrer un caillou peint, mettre un petit bateau sur une rivière, rédiger une lettre et la brûler dans le vent, etc., etc. Choisir un prénom pour ce bébé-là, lui donnant ainsi sa propre place dans la fratrie, une place afin qu'il ne prenne pas effectivement toute la place. Récolter toutes les traces et tous les souvenirs possibles de cette grossesse, de ce bébé. Jouets achetés à son intention, journal de grossesse, petit bracelet de naissance, empreinte de pas, petit habit, etc., etc. Inscription possible dans le livret de famille des 22 semaines ou 500 grammes de poids de corps, on l'a vu. C'est un acte qui revêt une importance particulière au niveau de la reconnaissance sociale du deuil périnatal. En dessous de ce stade, qu'est-ce qui est possible? Sur demande, l'hôpital peut délivrer un certificat de naissance et de décès, inofficiel d'un point de vue de la loi, mais qui a une grande valeur pour les parents. Ce qu'il y a aussi, c'est que les hôpitaux gardent longtemps dans leurs archives les dossiers des parents, et souvent les hôpitaux maintenant ont l'habitude de prendre des photos du bébé décédé quand c'est possible, et de les garder même si les parents n'ont pas voulu le voir ou n'ont pas voulu les récupérer à la sortie de l'hôpital. Et les parents peuvent à tout moment, nous on a eu un couple qui a été récupéré ici au CHUV, pas des photos mais en tout cas des traces de leur bébé décédé après 38 ans. Voilà, ils ont eu contact avec le médecin-chef ici et ils ont eu vraiment cette reconnaissance. Ils ont pu retrouver dans les archives traces de la naissance de leur bébé qui était décédé durant l'accouchement. Ne pas rester seul, on l'a dit, la qualité du soutien compte. Et l'appel à des professionnels, c'est vrai que ça peut aider, des personnes qui sont extérieures à la famille, qui sont neutres, qui sont sensibilisées à ce thème et qui peuvent accueillir les récits, les vécus et faire un bout d'accompagnement dans un cadre neutre et bienveillant.
L'entourage direct des couples peut se trouver justement très démuni face à cet événement qui est totalement imprévu, les gens ne s'attendent pas du tout. Voici donc quelques conseils qui valent aussi pour les accompagnants professionnels. Donc encourager tout ce qui touche à la reconnaissance de ce bébé, de cette grossesse, de ce qui s'est passé, ne pas chercher à minimiser ou à atténuer. Les larmes, les accueillir, ne pas en avoir peur, ça me paraît un peu... Voilà, mais c'est une réalité même des fois, alors que du temps a passé et qu'on s'attend à ce que la femme aille bien, là où le couple aille bien, et non, ça va pas. Là encore récemment, j'ai vu un couple, ça faisait plus de 30 ans, et l'émotion, elle était là comme si c'était hier. Savoir que c'est normal, j'entends, ça peut être comme ça. Écouter les parents répéter plusieurs fois la même chose, les mêmes événements. D'ailleurs, souvent par après, les gens nous disent, nous on travaille justement hors milieu hospitalier, vraiment dans l'après, et les gens nous disent « Ah mais on nous a pas prévenu à l'hôpital de comment ça allait se passer, des démarches qu'on nous avait faites, puis ils sont des fois même un peu fâchés de ça. » Or, pour avoir travaillé avec des soignants hospitaliers qui sont venus, avec qui on a eu pas mal d'échanges, on sait bien que toutes ces choses-là sont très bien expliquées, explicitées le plus clairement possible, avec le plus de soins et d'empathie possible. Mais ce qui se passe, c'est que les parents se trouvent dans un tel état de choc et de sidération que tout ce qui leur arrive, c'est tellement inconcevable. Les informations, elles rentrent par une oreille, elles ressortent par l'autre, sans même qu'ils s'en rendent compte. Parfois aussi, il faut le dire, les soignants hospitaliers sont pas mal aussi la cible de l'agressivité et de la colère que les gens peuvent avoir à ce moment-là, parce que ce qui leur arrive est tellement injuste, et la colère, elle trouve un objet, elle trouve une cible dans les personnes qui sont là. Donc ça aussi, savoir que c'est vraiment quelque chose de normal, et voilà. Même si la place que les soignants ont choisie à ce moment-là n'est pas d'accueillir la mort, c'est vrai que ça arrive, et quand ça arrive, les parents sont pas contents et cherchent des responsables. Pour revenir aux proches purement, les proches du couple, qui aimeraient parfois faire quelque chose, se rendre utile, aider les parents dans cette période, une idée, ça peut être de proposer de l'aide pour les tâches concrètes, comme le ménage, prendre en charge les enfants déjà présents, etc. Après le retour à la maison, voilà quelques pistes pour ne pas rester seul. Je vous laisse simplement prendre connaissance de ça. Un mot maintenant par rapport à vous, sages-femmes, soignants, qui êtes ou qui serez amenés à accompagner, à rencontrer des parents en deuil. C'est vrai que vous n'êtes pas seuls à porter cet accompagnement. Mais c'est sûr aussi que les sages-femmes ont une place privilégiée dans ces situations, car elles sont là avec le couple et la famille lorsque ça se produit. Elles sont vraiment au plus proche de l'événement. Elles connaissent le couple dans le prépartum, parfois même suite au suivi d'une précédente grossesse. Les sages-femmes indépendantes se rendent au domicile des gens, donc au plus proche de leur intimité, de leur réalité quotidienne. Nous, si on voit des personnes qui viennent et qui sont arrivées en étant bien habillées, bien maquillées et tout, si vous allez au domicile des gens, vous voyez dans quel état elles sont, si elles sont complètement désemparées, qu'elles n'ont pas pu s'habiller depuis des jours. Enfin, là, c'est des choses où vous êtes vraiment confrontés. Donc, en lien avec tout ça, la demande moi, que je reçois souvent par rapport de la part des soignants, c'est d'avoir des liens réseau, des brochures, une liste de noms, une liste d'associations, enfin voilà, ce genre de choses, ce genre d'outils. Et c'est ce que j'ai distribué tout à l'heure, mais qui sont déjà partis. Moi, j'avais fait une 20aine de copies, je ne savais pas exactement combien vous serez. Donc, il y a une bibliographie sélective si vous souhaitez approfondir tous les sujets dont on vient de parler cet après-midi, pardon. Une liste de liens réseau, associations professionnelles en Suisse et en Europe. Il y a réseau, bibliographie et diverses brochures, voilà, brochures téléchargeables qui sont des brochures destinées vraiment aux parents, que vous pouvez bien sûr prendre pour vous, mais qu'on peut vraiment donner les liens aux parents qui puissent lire, télécharger eux-mêmes. Ça apporte aussi pas mal de soutien de voir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ça. Il y a des témoignages, il y a une théorie sur les phases de deuil, sur les phases du couple, sur les enfants. C'est vraiment quelque chose qui les aide beaucoup. Voilà, donc moi je souhaitais vous laisser avec cette citation de Madame Noble-Burnand que vous aurez le plaisir d'entendre tout à l'heure. Et j'ouvre la partie discussion et échange de cet atelier avec vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà.
Qui aimerait poser une première question? Madame Neumann. Oui, j'aimerais savoir si on réfléchit déjà depuis un certain temps et on a créé des bibliographies pour parler de la mort aux enfants. Elle vient de sortir, d'ailleurs j'en ai 2-3 ici, et je réalise qu'en fait, je crois qu'on n'a pas de livre qui vient de paraître qui explique la mort périnatale aux frères et sœurs. Est-ce que vous en avez? Oui, dans la bibliographie que j'ai distribuée. Donc, malheureusement, il n'y en avait pas pour tout le monde. Vous pouvez m'envoyer un mail, info@tagapa-suisseromande.ch. Et vraiment, il y a une liste. Alors, il y a plusieurs ouvrages qui sont vraiment, je trouve, très choux, très adaptés et qui parlent vraiment précisément de la mort périnatale. Parce que pour les enfants, on s'est rendu compte, même à l'école, hein, ils parlent de papa, maman ont perdu un bébé, j'ai perdu un petit frère, une petite sœur. Et les autres enfants sont très surpris, mais c'est pas comme le grand-papa, c'est pas... Et ça, pour leur expliquer, et pour eux, qu'ils osent aussi se situer là-dedans, il y a vraiment des livres qui aident bien. Il y en a plusieurs. Ok. Une autre question? Ou alors une réflexion, nous faire part de comment ça vous parle. Écoutez, peut-être que moi je trouverais intéressant qu'en 2 mots, vous disiez votre association, qu'est-ce qu'elle offre? Donc nous, en tant qu'association, on propose un accompagnement un peu variable en fonction des demandes qu'on reçoit. C'est vrai que un peu la base, c'est une première rencontre et puis un accompagnement qui est possible, si les gens le souhaitent, hein, en couple ou en individuel ou en groupe, selon un petit peu. Il y a aussi maintenant, là c'était samedi passé, mes collègues qui ont fait des mamans concernées qui font un stand 2 fois par année avec un lâcher de ballon. Donc quelque chose sur la place publique où il y a tout justement cette question de la reconnaissance sociale. Ça, elles font 2 fois par année, une fois à Morges et une fois à Nyon. On a un centre de documentation où les gens peuvent venir emprunter ou avoir justement des références de livres, parce que ça, c'est vraiment... Des fois, les gens aiment bien lire seuls chez eux, dans leur intimité, à leur rythme. Ils apprécient bien. Les cafés deuil périnatal, ça on organise maintenant. On va organiser peut-être aussi même dans toute la Suisse romande, donc des rencontres où une date prévue dans un café où les gens viennent s'ils en ont le souhait. Des conférences et des formations maintenant pour les professionnels, des journées de sensibilisation et d'échange pour les professionnels, afin que on puisse un peu faire parler de cette thématique, sensibiliser les gens et puis faire avancer les choses un peu. Merci. Alors Christine, qui a aussi une activité de sage-femme dans les situations de deuil périnatal. Merci. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Merci, c'était vraiment super intéressant. Moi j'avais peut-être plusieurs petites remarques que j'avais envie de rajouter, puisque l'idée c'était qu'est-ce qu'une sage-femme peut faire. Moi je suis sage-femme indépendante, vous le savez. Moi, ce qui me semble toujours intéressant pour les sages-femmes, c'est d'avoir justement cette entrée dans le corps et pas que dans la psyché. C'est vraiment la chose qui, pour moi, est vraiment très importante dans mon quotidien de travail. Parce que justement, je suis pas une psychologue, je veux pas être psychologue, mais évidemment que, c'est un outil très très important, mais l'outil corporel est un outil qui est vraiment spécifique à la sage-femme. Donc c'est vrai que moi, je rancre toujours les pertes dans le corps. Tu parlais avant de la fin de la grossesse, mais c'est aussi vrai au premier trimestre, où il y a toutes ces modifications, on est submergé par nos hormones, et puis quand on perd une grossesse à ce moment-là, comme vous disiez justement, ça a des conséquences assez importantes, et la sage-femme sait ça, parce qu'elle le vit dans son quotidien. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans l'accompagnement de ce côté-là. L'autre chose qui me semblait importante, vous l'avez dit plus ou moins, mais dans la reconnaissance du deuil des femmes, le fait que ce soit une sage-femme qui s'occupe des mamans ou des femmes qui perdent les grossesses,
rien que la fonction de sage-femme reconnaît quelque chose de la maternité, de la parentalité, à la femme, au couple, à la famille, et sans en faire des tonnes. Ça, c'est souvent très réparateur déjà pour les familles. Mais c'est comme vous disiez, c'est vrai que quand on est là au bon moment, on peut faire beaucoup de choses que vous rattrapez souvent des années après, ou quand les choses n'ont pas été faites comme elles auraient dû être faites au moment voulu. La troisième chose, c'est que dans notre fonction de sage-femme, il y a quelque chose dans le rythme de la grossesse où on doit sans cesse s'adapter au rythme. Dans le deuil, c'est la même chose. Donc, c'est vrai que les rythmes de grossesse, les rythmes que prend le deuil, c'est pas quelque chose qui est très loin de notre formation de base. La quatrième chose, c'est que dans le métier de sage-femme, en salle d'accouchement, ces notions de vie et de mort, on est tout le temps confrontés. Hein. Il y a pas très longtemps, et puis partout dans le monde, il y a encore beaucoup de femmes qui meurent en couche. Même ici, ça arrive encore. Hein. En Suisse, que des femmes meurent à l'accouchement, beaucoup moins, mais ça arrive quand même encore. Donc, c'est pas que des concepts psychiques, théoriques, c'est vraiment la réalité de ce à quoi on est confronté quand on porte la vie. Et puis, la dernière remarque, après j'arrête, c'était par rapport aux rituels qui sont effectivement très importants. Par contre, j'avais juste envie de dire attention aux rituels, notamment les photos, la manière dont on prend les photos. Voilà, on n'en a pas parlé, on en a déjà parlé d'autres fois, mais pourquoi on fait les rituels, quel sens ils ont, qu'est-ce qu'on propose aux gens, est-ce que ce qu'on propose à un couple, mais tu l'as dit, hein, on peut pas faire du copier-coller pour tout le monde, et puis il y a des familles pour qui voir l'enfant, ça sera vraiment aidant, pour une autre famille, ça le sera pas du tout, enfin voilà. Donc toujours attention avec les rituels, mais c'est ce que tu disais, Nicoletta, tout à l'heure, on peut pas faire du copier-coller, c'est vraiment de l'individuel, et peut-être la spécificité de la sage-femme, elle est là-dedans, on fait du sur mesure dans notre métier tout le temps, donc voilà. Merci. Merci pour ces ajouts. Effectivement, je crois nous on intervient dans l'après-coup. Hein. Effectivement, tout ce que tu soulèves au niveau de prendre soin aussi du corps de la femme, hein, c'est ce que nous on a dit en termes de prendre soin aussi de sa santé par principe dans le deuil et particulièrement dans le deuil périnatal. Par rapport à cette idée de dire, en tant que sage-femme, on est confronté à la mort. Oui, sauf que la différence, c'est que vous êtes professionnel, un parent n'est pas un professionnel. Il arrive avec déjà un autre investissement, etc. Alors, je suis d'accord par contre avec toi par rapport à cette lecture psychanalytique. Elle est très largement répandue dans la lecture du deuil périnatal. Hein. Et si on a choisi de présenter ce modèle-là lié davantage aux théories de Bowlby que de Freud, c'est pour justement aussi mettre en balance. Hein. Il n'y a pas qu'une lecture psychanalytique dans la vie. Par contre, il est bien vrai que c'est la lecture privilégiée dans le deuil périnatal. Mais voilà, il y a quand même une nuance. Vous êtes des professionnels, tandis qu'un parent n'est pas nécessairement confronté, sauf quand ça lui arrive. Et alors là, c'est une autre paire de manches. C'est ça, exactement. Okay. Et c'est pour ça que je disais, mais s'il n'y a pas de questions, comment ça résonne chez vous? Qu'est-ce que ça vous parle? Parce il y a encore une question. Oui, parfait. On va prendre. Je m'excuse, c'est de nouveau moi. J'ai une question par rapport alors c'est pas le travail à l'hôpital, ni le travail peut-être en amont au niveau du deuil à faire après, c'est juste après la mort de l'enfant, c'est l'enterrement. Oui. Alors c'est vrai, je trouve nommer en effet, pour suivre beaucoup de parents qui ont vécu des morts périnatales et puis qui n'ont pas pu célébrer ça, je me rends compte qu'il y aurait peut-être une aide, mais je ne sais pas qui peut l'apporter au niveau du faire-part. Oui. Comment est-ce qu'on écrit un faire-part? Alors qui peut le faire si les parents sur place ne demandent pas l'aide d'un professionnel, je sais pas, par exemple de l'aumônerie ou d'un accompagnant? Comment on annonce le faire-part? Comment on annonce la naissance et la mort? Ça me paraît extrêmement important d'annoncer les deux. Un enfant est né et il est mort, ce qui va aider les parents probablement à mettre un nom aussi.
Oui. Parce que c'est vrai que c'est difficile parfois de mettre un nom sur une idée, un projet qui a pris corps, mais pas... Voilà. Et puis, j'étais assez sensible aussi à la question de l'incinération. Oui. On propose aussi beaucoup ça. Le CHUV, je sais, propose de régler, si j'ai bien compris, toutes les démarches. Ce que je trouve vraiment remarquable par rapport à ce qui se faisait pas avant. Et puis, d'un autre côté, je me demande dans quelle mesure ça ne fait pas escamoter un certain nombre d'étapes. Ben ouais. Et où, au fond, les parents donnent leur accord, si j'ai bien compris, hein, pour une incinération, et le CHUV s'occupe de tout. Non, bon, alors non. Oui, d'accord. Oui. Ah, ok, oui, c'est ça. Mais par rapport à un enfant, en effet, tu as raison. Après les 22 semaines, je me disais, est-ce qu'il y aurait quelque chose auquel on peut réfléchir par rapport à l'inhumation, puisqu'au fond, tout à coup, là, on a un corps à enterrer. Est-ce qu'il y aurait un intérêt là derrière contrairement à ce que notre société fait aujourd'hui, à savoir crématiser à tour de bras, est-ce que là, il y aurait quelque chose auquel il faudrait qu'on réfléchisse entre nous, hein, sur l'intérêt de l'inhumation? Absolument. Je crois qu'il y a les mentalités évoluent, les sensibilisations autour de ces problématiques évoluent aussi. Et c'est vrai que de plus en plus, par exemple, il y a des entrepreneurs de pompes funèbres. Bon, les pompes funèbres prennent une place très importante, mais non, dans nos rituels, on l'a entendu ce matin, hein, qui sont sensibilisés et qui sont vraiment à l'écoute des besoins des parents. Souvent, c'est le temps, on l'a dit, le temps, tout va très vite et parfois trop vite et voilà, les choses arrivent et parfois on fait comme on peut, du mieux qu'on peut, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus une sensibilisation et voilà, à l'écoute des parents par rapport à qu'est-ce qui fait le plus sens aussi. Par rapport au couple, à la famille, aux croyances, voilà, à la religion au sens large, hein, ou alors à une appartenance religieuse, d'une communauté religieuse. Donc, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que vous proposez des pompes funèbres? Moi, je voulais juste te donner un élément, Alix, de ce que j'ai entendu, parce qu'inhumation, pourquoi pas, et où, moi j'ai une amie par exemple, alors c'était à Berne, à qui on a vraiment... proposer ou disons laisser ouvert de manière très explicite qu'ils puissent rentrer chez eux avec leur bébé. Oui. Et ça se fait ici aussi. Oui. Et l'autre jour, Madame Diverdon, Madame Winch, vendredi, à l'atelier qu'il y a eu aussi sur le deuil périnatal, elle disait clairement qu'il y avait presque même au niveau légal une dérogation. Tu peux rentrer chez toi dans ta voiture avec ton bébé mort alors que c'est illégal autrement de transporter un mort, voilà, pour pouvoir le veiller à la maison et peut-être au final il y a incinération, mais il y a du temps. C'est pas on règle, parce que même effectivement comme tu le dis, à la fois c'est super, on propose aux gens, on va vous régler vos problèmes, oui, mais les choses passent tellement vite qu'après tu peux avoir du regret. Alors juste pour répondre rapidement à votre question, nous on propose pas les pompes funèbres puisque les gens viennent après, hein. Par contre on propose un accompagnement dans certaines cérémonies qu'on fait avec les parents, surtout là où justement ils n'ont pas pu bénéficier d'une incinération, voilà, d'une cérémonie, etc. Voilà, mais c'est dans l'après-coup. Alors j'ai peut-être aussi un élément de réponse, c'est qu'il y avait en tout cas il y a quelques années un travail qui avait été fait, une sage-femme et un médecin cadre de la maternité avec les gens du cimetière à Lausanne pour permettre justement d'enterrer des enfants, même sans nom, mais au moins il y avait un numéro de tombe que des parents pouvaient retrouver par après. Et je sais que dans d'autres petites villes de Suisse romande, à Yverdon notamment, la démarche a également été faite. Il y a des situations où les enfants sont enterrés dans la tombe, sur la tombe du grand-papa, de la grand-maman, enfin, ça commence à venir. Oui, il y avait quelqu'un qui avait... Après, on peut faire beaucoup de choses aussi avec, par exemple, justement les gens de Montois, qui ne sont pas marqués dans les textes. Moi, j'ai fait beaucoup de cérémonies complètement hors cadre. Avec Montois, on peut vraiment faire du très personnalisé,
quand on connaît du monde, mais vous le savez bien mieux que moi. Donc il y a vraiment peut-être proposer beaucoup de choses aux parents et puis après leur laisser le temps de choisir. Et puis une chose, moi, qui me semble vraiment importante, c'est que rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais fichu à vie. Je sais pas comment dire, les choses qu'on n'a pas fait à un moment donné, on peut toujours les reprendre. C'est tout le travail que vous faites avec Agapa, hein, notamment. Il y a vraiment les rituels, on peut les reprendre plus tard sous d'autres formes. Donc j'allais presque dire pas de panique, je sais pas comment dire, si tout n'est pas fait, tout n'est pas coché, puis on s'est dit mince, ils n'ont pas eu le corps. On peut reprendre ça avec les gens, c'est ça qui est assez intéressant quand même dans la vie. Merci. Parfaitement. Par contre, mieux on peut faire face quand les choses arrivent. Voilà. Moins compliqué va être le processus parce que toutes ces étapes-là qu'on saute et qu'on peut effectivement récupérer d'une manière ou d'une autre entravent malgré tout le processus. Peuvent entraver le processus. Voilà, je pense qu'on arrive au bout du temps. Il y a les premières personnes qui arrivent pour la prochaine communication.